D'une conférence qui va avoir lieu demain et qui peut vous intéresser. C'est une conférence qui sera donnée par quelqu'un qui s'appelle François Soulage, qui est prof de philosophie de l'art, d'esthétique à Paris 8. Il a très longtemps dirigé le gros laboratoire en France d'art plastique, rassemblant des plasticiens, des chercheurs, des théoriciens, avec de la recherche fondamentale, de la production artistique. Et c'est surtout quelqu'un qui est un homme de conférence, un homme de réseau, un homme de colloque. Il dirige des publications, des collections. Il organise des colloques partout dans le monde, aussi bien en Chine qu'en Russie, qu'au Brésil. Quelqu'un de très intéressant qui travaille depuis plusieurs années sur les questions de frontières. Et il se trouve que c'est au sein de l'école doctorale que cette conférence aura lieu, que dans notre école doctorale il y a à la fois art et lettres, et que cette fois-ci ce sont les doctorants d'art plastique qui avaient proposé plusieurs thèmes, et j'étais très contente que ce soit le thème que l'un d'eux avait proposé qui soit retenu, cette question des frontières. Donc vous y êtes cordialement invités, ça ne concerne pas que les doctorants. Nous avons vraiment tenu à ce que ce soit ouvert aux étudiants de L2, L3 et Master. Cette conférence aura lieu demain à 16h30 en salle des colloques 1 du bâtiment multimédia. Je vais vous expliquer où c'est si vous n'êtes pas encore allé. Donc salle des colloques 1, bâtiment multimédia. François Soulage à 16h30 et vous êtes vraiment invités à venir, vous ne perdez pas votre temps. La conférence doit durer 1 heure, c'est pas très long, suivi d'une discussion avec les participants, donc vous pourrez aussi intervenir, lui poser des questions si vous le souhaitez, ou écouter ce qui se dit. La salle des colloques 1 du bâtiment multimédia, ça se trouve, c'est pas le bâtiment qui est contre l'avenue Robert Schuman, c'est celui qui est en face. Il y a la maison de la recherche, le nouveau bâtiment qui est à l'entrée de la fac, qui jouxte l'avenue Robert Schuman, et celui qui lui fait face, c'est le bâtiment multimédia. Et la salle des colloques numéro 1 se trouve au rez-de-chaussée. Voilà. Si on s'ennuie dans une conférence, on peut partir, il y a deux portes, il y a une porte à la fin, voilà. Mais je pense que vous ne vous ennuierez pas une seconde, et je vous incite vraiment à venir. Faites passer l'info, s'il y a des gens qui ne sont pas là aujourd'hui, bonjour, et qui sont susceptibles d'être intéressés, s'il vous plaît. D'accord? Voilà. Alors, je reprends les images que j'ai montrées la semaine dernière, qui se sont brutalement interrompues sur mon perception de devoir. J'ai re-shooté depuis, mais ça devrait aller pour les 2 heures d'aujourd'hui. Donc nous avions vu tous ces premiers moments où du chant. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Nous avons vu tous ces premiers moments où du chant procède à ce qu'il appelle ces exercices de notation, où il s'essaie à tous les styles qui existent, à toutes les tentatives des artistes de trouver des formes nouvelles de création, le cubisme, le futurisme, après le fauvisme et l'impressionnisme. Mais on a bien vu qu'aucune ne le retenait parce qu'il lui faudrait larguer un peu les amarres et inventer des terrains nouveaux. Donc nous en étions là, nous avions vu tous ces passages de la Vierge à la mariée, cette émergence du grand verre et la manière qu'il a de travailler, de manière à la fois très appliquée, très minutieuse, très exigeante, et puis très paresseuse aussi.
c'est-à-dire qu'il va revendiquer une posture très désengagée des contraintes que subissent habituellement les artistes. Voilà, donc c'est le paradoxe de Duchamp, paradoxe qui se maintiendra jusqu'à la fin de sa vie, à la fois le refus du travail et un très grand investissement dans ce qu'il fait. Et surtout, nous en étions restés, après le grand verre et l'invention de ces boîtes, qui sont donc une des trouvailles de Duchamp, l'invention du hasard aussi, la remise en question des normes avec stoppage et talon, avec ces 3 stoppages et talons, où il met en cause en fait la norme de référence absolue, unique, totalisante et donc totalitaire selon lui, d'un étalon de mesure valable de manière universelle. Donc à la fois il y a du joke, il y a de l'humour, et puis il y a quelque chose qui est très ancré, très profond et très engagé dans la défense de son autonomie, dans la défense de sa liberté, dans la défense de la création, contre toute contrainte, contre tout asservissement, contre toute utilisation que l'on pourrait faire de lui, de sa vie, de son temps de respiration. Et nous en étions là, nous en étions à cette invention de la roue de bicyclette, où je vous disais que il se joue quelque chose d'extrêmement important là, puisque lui va créer cet objet, dit-il, un peu dans la distraction. C'est-à-dire qu'il ne le fait pas en tant qu'œuvre, il ne le fait pas pour des regardeurs, pour des spectateurs, il le fait pour lui. C'est dans cela qu'il est un créateur, qu'il est un artiste, qu'il est dans la métamorphose permanente des formes. Et donc il assemble de manière un peu surréaliste, d'ailleurs les surréalistes vont beaucoup se revendiquer de Duchamp, cette roue de bicyclette et ce tabouret, en expliquant que ce qu'il aime bien, c'est la voir tourner, parce que ça lui propose, ça lui donne la même fascination et le même apaisement que lorsqu'il regarde des flammes dans un feu de cheminée. Donc c'est fait pour être manipulé, pour tourner, et c'est un contresens absolu que de l'exposer, comme c'était le cas à Paris récemment, je terminais là-dessus la semaine dernière, avec une injonction faite aux visiteurs de ne pas toucher à l'œuvre qui est fragile, parce qu'elle ne peut fonctionner que justement si on la touche et que cette roue tourne. Mais bon, ça c'est quand même un cas, c'est pas inintéressant d'interroger cela tout de même, parce que c'est l'un des cas du contresens absolu de ce que deviennent les œuvres quand elles sont muséifiées et quand elles sont passées à la conservation et passées à quelque part leur mort, c'est-à-dire quelque chose qui s'arrête, surtout quand ce sont des œuvres qui sont destinées à être abordées dans le processus. Alors ce qui se joue là, c'est extrêmement important, puisque Duchamp, il ne le sait pas encore, mais il est en train d'inventer ce qui s'appellera le ready-made. Déjà fait, c'est tout fait, disent les Américains. La théorie n'est pas encore formulée, puisque en quelque sorte, l'acte a précédé l'énonciation. C'est hyper important de penser ça, parce qu'on a souvent un courant de pensée qui voudrait faire croire à tous que l'œuvre se conçoit dans la tête et qu'ensuite elle se réalise. Ce sera le processus le plus conceptuel qui soit, mais il peut y avoir d'autres occurrences. En revanche, ici, c'est pas ça qui se passe, c'est que c'est l'acte de faire, de fabriquer, qui vient d'abord, et la théorisation qui vient ensuite. Donc le terme ready-made, il viendra plus tard, puisque Duchamp l'inventera en 1916, et il le donnera pour titre à ces réalisations de sculptures précédentes, les already made, déjà là. Alors ce qui est extrêmement important et qui se joue là, et qu'il faut bien comprendre pour la suite de tout l'art jusqu'à l'heure actuelle, c'est que le choix des ready-made pour Duchamp est basé sur le principe de l'indifférence visuelle et sur la volonté qu'il y ait absence totale de bon ou de mauvais goût. Le ready-made,
peut être considéré, dira-t-il ensuite, comme une sorte d'ironie ou comme une tentative pour montrer la futilité de toute tentative pour définir l'art. Vous pouvez prendre cette phrase in extenso parce qu'elle est importante. Donc une sorte d'ironie ou comme, dit Duchamp, une tentative pour montrer la futilité de toute tentative pour définir l'art. Donc avec ces ready-made, il ne veut pas créer un style, inventer quelque chose, il veut montrer qu'il peut ne pas être question de goût dans l'art, ni goût, ni répulsion, ni amour. Il dit aussi que ce sont des calembours à 3 dimensions. Un calembour, c'est un jeu de mots, a priori, ça appartient au langage. Eh bien, il l'affirme dans le domaine du plastique. Un calembour à 3 dimensions. Il explique aussi que tout ceci ne relève pas d'une décision. Je ne suis pas un homme de décision, dit-il. Je n'ai pas décidé d'arrêter la peinture, ou de travailler sur verre, ou de faire des ready-made. Et viendra ensuite, qui pourrait expliquer cela, l'idée de coefficient d'art, dont il parlera dans une de ses notes. Le coefficient d'art qui serait, explique-t-il, la relation arithmétique dans l'œuvre d'art entre ce qui est inexprimé mais qui était projeté par l'artiste, et ce qui est exprimé inintentionnellement. Donc quelque part là aussi il livre quelque chose de l'acte créatif, et selon effectivement leur coefficient d'art, les œuvres vont être fortes ou faibles, appelées à durer ou à être oubliées. Donc cette relation arithmétique entre ce qui est inexprimé mais qui était projeté par l'artiste, qui voulait le mettre et puis qui n'y est pas, ou ce qui est exprimé inintentionnellement parce que du fait du hasard, du fait du geste, du fait de l'acte, du fait de l'intuition de ce qui est advenu au moment de la réalisation et qui est l'invention même. Voilà. Donc en même temps, ça fait partie de tous ces concepts, toutes ces idées que Duchamp a livrées et qui sont encore extrêmement pertinents et extrêmement utiles pour nous, pour comprendre l'art en général. Dans ce moment-là, alors ce qui est atelier aussi, c'est l'idée de non-unicité de l'œuvre d'art. Non-unicité. L'œuvre n'est pas unique. Elle n'a pas à être unique. Ça aussi, c'est en rupture avec tous les attendus, tous les canons, toutes les injonctions faites à l'art. Le grand art, une belle œuvre, elle est unique. Et elle va dégager une aura particulière qui lui est spécifique. Et lui dit, ben non, en fait, il peut y en avoir plusieurs versions. Pourvu qu'on respecte l'idée de départ, eh bien, on pourra utiliser d'autres tabourets qui auront d'autres formes. Regardez, ici, plus ou moins haut, plus ou moins de couleurs plus ou moins différentes. Des roues de bicyclette également de formes différentes, avec un diamètre différent, un nombre de rayons différents, avec une branche incurvée ou droite. Bon voilà, tout ça n'a aucune importance. Ce qui n'a aucune importance, c'est donc l'absence d'unicité, mais c'est aussi la question de la signature que Duchamp remet en question là. Parce que dans ces reproductions qui vont être faites ultérieurement de cette roue de bicyclette, certaines ne sont pas du tout de sa main. Il va laisser faire d'autres personnes, des assistants, des galeristes, avec le galeriste Arthur Schwartz par exemple, qui va réaliser plusieurs multiples de certaines œuvres de Duchamp, que Duchamp jusqu'à très tard dans sa vie a signé sans aucun état d'âme, c'est-à-dire qu'il donnait sa signature à des choses qui n'avaient pas été réalisées par lui, et là encore c'est quelque chose qui fait rupture avec la tradition de l'art. Non seulement l'œuvre est unique, mais encore elle est signée par l'artiste. Et c'est cette signature qui fait
qui légitime l'œuvre et qui lui octroie sa valeur artistique et également sa valeur marchande et juridique. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Il va y avoir des tas de choses qui vont se passer, je vais y revenir, et notamment des procès au plan juridique pour justement justifier ce qui va découler de ce geste extrêmement violent et iconoclaste de reproductibilité de l'œuvre et de l'absence de signature ou de signature qui peut être octroyée a posteriori sur des œuvres qui n'ont pas été réalisées par l'artiste. Et là encore, je ferai une référence théorique à un auteur, Walter Benjamin, un philosophe dont vous avez peut-être entendu parler, que vous avez peut-être lu pour certains d'entre vous, qui va écrire un texte extrêmement important sur l'œuvre d'art à l'heure de sa reproductibilité technique, qui va interroger, et dans tout ce qui se passe là de remise en question des acquis, de remise en question de tout ce qui a pu être écrit sur l'art, c'est un élément extrêmement important à quoi ça donne Walter Benjamin, puisqu'il interroge la question de la reproductibilité. Et du coup, il interroge la question de la vocation même de l'œuvre d'art. Et ce qu'il explique dans cet article, c'est que longtemps, l'œuvre d'art a été dévolue à la propagande politique, c'est-à-dire faire œuvre pour justifier d'un régime politique ou justifier de la grandeur du pouvoir, de sa générosité, de sa noblesse, de son bon goût. Ou alors, elle a relevé du rituel confessionnel, du rituel religieux. Elle a été donc le fait des princes ou des prêtres. Elle a été le fait aussi de l'ornement, c'est-à-dire d'améliorer nos intérieurs pour le bien-être, et là encore, selon des principes de bon goût. Mais ce que dit Benjamin dans cette question de la reproductibilité de l'œuvre d'art à l'heure de sa reproductibilité technique, c'est que à partir de là, il se joue autre chose. Et que si l'œuvre n'a plus cette fonction de propagande ou de rituel, eh bien, forcément, elle entre dans le politique. Et elle dit autre chose, elle dit aussi que, il dit autre chose, mais cette position-là dit autre chose, c'est que c'est en quelque sorte le devenir du cinéma qui est en jeu à partir de ce moment-là, dans la reproduction, dans la démocratisation de l'œuvre. C'est très important ce qui se joue. Lisez ce texte, vous aurez à le lire de toute façon un jour ou l'autre. Hein. Il est dans les écrits de Benjamin, on le trouve partout, vous cherchez sur Internet, à la bibliothèque, vous trouverez la référence exacte. L'œuvre d'art à l'heure de sa reproductibilité technique, parce qu'ils mettent en question, dès Duchamp, là, ce qui se passe avec ces ready-made, il met en question toutes les définitions préalables concernant l'art, concernant l'artiste, concernant le statut de l'œuvre, concernant le jugement, et notamment le jugement de goût que l'on peut porter là-dessus. Donc, l'air de rien, avec ce geste qui paraît dérisoire, qui aurait pu être parfaitement oublié, d'être private joke, c'est-à-dire entre soi, eh bien, voilà, c'est un cataclysme, c'est une révolution dans l'art à l'échelle du monde. En même temps, dans le même moment, en 1914, il y a la broyeuse de chocolat qui inscrit son intérêt pour la machine. Tout bêtement, il aperçoit dans la vitrine un confiseur à Rouen, je ne sais pas si j'ai mis l'image, oui j'ai mis l'image, dans la vitrine d'un confiseur à Rouen, il voit cet objet, composé de 3 grands tambours, qui tournent ensemble, et qui sont faits pour broyer des barres de chocolat, du chocolat en vrac. Il y ajoute des pieds Louis XV, qu'il semble avoir emprunté, là encore, à une planche sur le mobilier de l'encyclopédie universelle de Diderot et d'Alembert. Et ça devient donc cette broyeuse de chocolat, dont il y aura plusieurs versions. Celle-ci, par exemple, avec huile, fil et mine de plomb sur toile, imprimée en lettres d'or sur ruban noir en bas à gauche, vous choisissez.
ce qui était aussi diffusé largement, ce sont des catalogues de vente, des catalogues, vous voyez un peu la manufacture de Saint-Étienne, des choses comme ça, où on trouvait toutes sortes d'outils et de machines qui fascinaient Duchamp et qu'il utilisait largement comme source d'inspiration. En 1914, encore, il introduit un objet qui sera un jour classé comme le premier ready-made non aidé, non assisté, un égouttoir en bouteille qu'il achète au bazar de Genève-de-Ville et qu'il installe dans son atelier. Alors, là aussi, il y aura des reproductions, puisque le porte-bouteille original est perdu ou détruit. Il en signe de nouveaux exemplaires en 1921, 1936, 59, 61, 64. Je les reprends dans l'ordre. Réplique de l'original perdu de 1914. Ce porte-bouteille photographié par Man Ray. Il va beaucoup travailler avec le photographe Man Ray, qui va faire œuvre dans ses photographies avec un vrai travail sur l'image que vous voyez ici. Et puis cette présentation en 1936, c'est un moment très important ça, parce que c'est 1936, c'est la première présentation de l'égouttoir lors de l'exposition surréaliste d'objets. C'est la galerie Charles Raton à Paris, et l'exposition surréaliste d'objets, donc ça n'est pas rien qu'il y ait cette audace, et qu'autour d'André Breton, il y ait à la fois des créations, des objets importés d'Afrique, d'Océanie, et qui se retrouvent mis au même niveau que des œuvres d'art, des choses plus ou moins délirantes, et le ready-made, ce porte-bouteille, dans l'une de ses versions de Marcel Duchamp, puis une réplique en 1959, une autre en 1961. Vous voyez qu'elle est signée Marcel Duchamp, réplique 1961. Vous le voyez à l'écran, la signature sur le cercle inférieur, donc qui repose cette question à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Et puis 1964, nouvelle égouttoir au porte-bouteille, que vous trouverez aussi intitulé Hérisson. Et il n'est pas inintéressant que ce titre rajoute de la métaphore, rajoute du sens dans une œuvre, dans une pièce, dans un objet qui au départ voulait justement n'avoir aucun sens. Et qui est contraire à ce principe d'indifférence auquel je faisais référence, et à quoi tient beaucoup Duchamp, c'est-à-dire que ce soit indifféremment tel objet ou tel autre qui, dans ce magasin de l'Hôtel de Ville, aurait été à côté. C'est pas parce que ça peut faire penser aux pointes, aux pics, et à l'animal, donc le hérisson, pas du tout. Donc c'est un peu un contresens autour de cette œuvre. Il crée aussi ce qu'il appelle des ready-made de dessins de peinture, par exemple pharmacie, une gouache sur une gravure, il pose des taches de couleur sur des reproductions bas de gamme, c'est-à-dire qu'il achète des victos, des chromos, des reproductions chez son libraire, chez son marchand de couleurs, dans des choses très bon marché qui n'ont aucun intérêt visuel. Il y appose simplement, vous voyez, deux touches de couleurs, rouge, jaune. Donc là encore, ça va interroger sur le fait de savoir si c'est de l'art ou du foutage de gueule, évidemment. L'année suivante, il est réformé, il quitte la France pour les États-Unis, il part en juin 1915, à l'inspiration, inspiré par Picabia, qui avait lui-même séjourné aux États-Unis, et il arrive dans un terrain neuf, donc, avec l'idée d'en finir avec toutes les théories arrêtées. Nous avons vu pourquoi et comment ça commence à dessiner avec l'échec de la réception du nu descendant en escalier. En tout cas, là, il arrive vraiment dans cette optique-là, mais tout, en même temps, sans chercher à faire la révolution ou sans se trouver lui-même très provocateur. Voici ce qu'il dira à Pierre Cabane. Je n'avais pas tellement d'insolence, et le milieu que je fréquentais était si étroit
C'était très calme, vous savez, pas du tout agressif, révolté. Nous vivions complètement en dehors des mouvements d'idées sociales ou politiques. Dont acte. Et il dit aussi avoir quitté la France par manque de militarisme, par manque de patriotisme. Autant les artistes, en même temps pour certains, et depuis, vont travailler sur la fonction critique de l'art, vont s'engager politiquement à maintes reprises, autant pour Duchamp, c'est niet. Et c'est vraiment non, tout à fait de manière assumée. Voici ce qu'il dit. Les politiciens se figurent faire quelque chose d'extraordinaire. C'est un peu comme les notaires, comme mon père. Le style de ces gens-là est comme un style notarial. Je ne marche pas pour la politique. Ça va faire débat. Ça va lui valoir l'hostilité de Joseph Beuys, qui va d'ailleurs écrire, et ça sera une œuvre, Le silence de Marcel Duchamp est surestimé. Et ça va aussi lui valoir les critiques d'artistes comme Alliot, Arroyo, Recalcati. Alliot, Ali, 2LAD, Arroyo, A2ROYO, Recalcati, RECALCATI. Je n'ai pas vu leurs œuvres, qui exposeront plus tard à la Galerie Creuse à Paris La fin tragique de Marcel Duchamp en 1965. Une œuvre très violente, hein, où il peigne Marcel Duchamp en train de monter un escalier, attendu par eux, qui le précipite violemment dans l'escalier qui dégringole, et on le voit ensuite sur une civière. C'est une peinture de meurtre, voilà, de meurtre de Marcel Duchamp. Et d'ailleurs, Duchamp ne va pas faire monter les enchères là, à ce sujet. Il va répondre, la seule réfutation, c'est l'indifférence. Parce que aussi bien Beuys que Alliot, Arroyo, etc. étaient des artistes engagés. Beuys a milité, il était inscrit au Parti des Verts. Vous savez cette histoire-là. Beuys inscrit au Parti des Verts, plantant des arbres, militant écologiste, très engagé politiquement. Alliot était inscrit au Parti communiste, donc ils étaient vraiment militants pour que les artistes ne déconnectent pas leur art de la vie sociale, sociétale et d'un engagement politique. Il y a eu des défenseurs pour Duchamp, par exemple le philosophe Jean-François Lyotard, Lyotard, qui, alors que lui-même était un philosophe engagé, qui participait au mouvement qui s'appelait Socialisme ou Barbarie, et qui était donc en même temps qu'un auteur, et qui réfléchissait au figural, qui a beaucoup réfléchi à l'esthétique, qui était donc dans sa vie personnelle politiquement très ancré à gauche et très engagé, mais qui a toujours défendu Duchamp, et ce jusqu'à la fin de sa vie, en disant que c'était la liberté de l'artiste, et que c'était aussi une manière d'engagement politique que de refuser d'être assujetti à la production, assujetti au travail, assujetti au business, et qu'en cela, on ne pouvait pas dénier toute posture politique à Marcel Duchamp. Il y a d'ailleurs eu un livre récent, là, sorti cette année, et le nom de l'auteur m'échappe, excusez-moi, mais si ça vous intéresse, vous allez le trouver, parce qu'il a pour titre Duchamp et le refus du travail, qui va complètement dans ce sens, et qui défend la posture de Duchamp comme finalement un modèle politique de refus, d'assujettissement à la grande machine de production qui nous contraint à passer notre vie à être utile et à produire. Donc voilà. Autre ready-made dans une... Excusez-moi, vous pouvez me donner le nom du philosophe Jean-François Lyotard, L-Y-O-T-A-R-D. L-Y-O-T-A-R-D. Il est l'auteur, en quelques mots, il est l'auteur d'un énorme livre passionnant et qui a été réédité à maintes reprises et beaucoup commenté, qui a pour titre Discours figure. Et dans ce discours figure, il réfléchit
à la capacité qu'a la figure à ne pas être entièrement assujetti au langage. C'est-à-dire que pour lui, l'art ne relève pas complètement du langage. L'art n'est pas que la représentation d'une idée, il n'est pas complètement élucidable dans le discours et dans le commentaire, parce qu'il y a quelque chose de très spécifique qui appartient exclusivement au champ du figural. Et que par l'œuvre d'art, il y a là une autonomie complète de l'art en cela. Il y a quelque chose qui se véhicule des affects, de ce qu'il appelle le désir, et qui n'appartient pas au champ du langage, tout simplement. Voilà. Mais il est aussi l'auteur de la question du postmoderne. Le postmoderne expliqué aux enfants, notamment, si vous voulez vous intéresser à cette pensée-là. Il est l'un des initiateurs de la réflexion théorique sur la question de la postmodernité. Et puis, il y a toute une série d'œuvres sur l'art contemporain. Il y a aussi toute une série de réflexions philosophiques, notamment un ouvrage formidable dont il a dit que c'était l'un de ceux dont il était le plus fier, qui a pour titre Le Différent. Le différent sous forme d'irréductible, d'irréconciliable, parce que la pensée de Lyotard est compliquée, mais elle est portée par la conviction que ce à quoi il faut échapper, c'est au totalitaire, et au totalisant, et à l'unitaire. Donc il ne va pas chercher à avoir une ligne de pensée et y rester fidèle, mais il va travailler par fragments, par remise en question. Donc il y a des tas de titres différents, l'inhumain, bon, des tas de choses. Voilà, juste un mot rapide sur Lyotard. Donc, je reviens à Duchamp et à ses rédiments. Dans une quincaillerie, il achète une pelle à neige et il grave sur le manche « In advance of the broken arm », en prévision du bras cassé, si vous voulez, et il signe d'après Marcel Duchamp. On ne voit pas bien à l'écran. L'original a été perdu, il a été cependant photographié, c'est celui-ci, dans l'atelier de Duchamp à New York, en 1900, avec une retouche à la main de Marcel Duchamp. D'ailleurs, vous voyez une partie de la roue de bicyclette. Donc c'est amusant pour nous parce que c'est une vue de son atelier et que c'est la retouche de Duchamp. Et ensuite, donc plusieurs versions. Celle-ci, par exemple, en 1946, et puis 63, 64. Réplique, bois et fer galvanisé. Pour la petite histoire, en 1946, dans le Minnesota, un portier utilise la pelle, qui est exposée en tant que voda, pour évacuer une congère. Et c'est un incident qui se renouvellera au XXe et au XXIe siècle à plusieurs occasions, où on verra par exemple du personnel de nettoyage jeter des œuvres d'art, des œuvres dans la grande tradition, vous savez, de l'œuvre éphémère, de l'œuvre pourrissante, de la conserve, donc des choses que l'on peut prendre pour des déchets et non pas pour des œuvres. Donc ça inaugure quelque chose, là encore, qui est en lien avec la définition de l'œuvre et qui va se retrouver à plusieurs reprises. J'y reviendrai aussi, mais en 63, il y aura un grand moment où des fonctionnaires des douanes vont refaire le même procès d'intention à Duchamp que celui qui a été fait au sujet des œuvres de Brancusi au moment de la définition de qu'est-ce qu'un objet qui relève de l'industrie et qui donc est assujetti à des droits de douane, ou d'un objet d'art qui relève de l'art et qui n'est pas assujetti aux droits de douane. Donc on voit que cette question de la définition de l'œuvre perdure dans le procès du 36-37, on a à nouveau en 63 un procès, et que ça n'est pas qu'une question esthétique ou philosophique, est-ce que c'est vraiment une œuvre d'art ou est-ce que c'est n'importe quoi, mais que ça pose des problèmes juridiques, économiques et réglementaires.
Alors, ce qui n'est pas tout à fait un ready-made, mais l'est un peu quand même, parce que l'intervention de l'auteur est quand même réduite à son minimum. 1916, reprise en 1964, Abri secret. Vous connaissez cette œuvre de Duchamp, Abri secret, qui existe en 3 exemplaires. Une pelote de ficelle maintenue entre 2 plaques de cuivre, maintenue par 4 boulons. Arensberg, le mécène de Duchamp dont je vous ai déjà parlé, Walter Arensberg, il a mis quelque chose dedans, explique Duchamp, après avoir dévissé les plaques. Cela faisait du bruit après les avoir revissées. Je n'ai jamais su ce que c'était. C'est Duchamp qui dit je n'ai jamais su ce que c'était. Arensberg, Walter Arensberg, A-R-E-N-S-B-E-R-G, son mécène, par jeu, introduit un objet dans cette pelote de ficelle. Donc il y a du bruit. Il y a quelque chose qui est de la main de Duchamp, ici. C'est ce qui est écrit, l'inscription, une suite de mots anglais et français à recomposer. Certaines lettres étant absentes, comme, explique Duchamp, comme une enseigne néon lorsqu'une lettre n'est pas allumée et rend le mot inintelligible. Donc là encore une œuvre qui tient sacrément la route parce qu'elle pourrait être réalisée aujourd'hui, on n'y verrait que du feu. Le voici, Duchamp, en 1916, photographié par Man Ray. Il a la réputation de voyager léger, c'est-à-dire que quand il voyage, il n'a pas de valise, il met 3 pantalons l'un sur l'autre, 3 chemises, 2 manteaux, il est libre comme un Courbet, il n'est propriétaire de rien, il n'appartient à rien, il ne s'intéresse pas du tout à l'argent, il vit des invitations qui lui sont faites et de l'action de l'appartement que lui loue sans contrepartie financière à Arensberg, en échange de travaux. Sa présence est extrêmement appréciée parce qu'il a beaucoup d'humour, il est extrêmement intelligent, donc il peut inviter régulièrement, ce qui lui permet de faire au moins un repas par jour, explique-t-il. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est assez ascète. On le voit d'ailleurs dans son physique. En 1916, client de voyage, une housse pour machine à écrire Underwood, dont l'original est perdu. Il explique vouloir introduire de la souplesse dans le ready-made. Et du coup, il crée la première sculpture molle avant Oldenburg. Vous vous souvenez, les sculptures molles d'Oldenburg, avant Robert Morris, les feutres de Robert Morris qui tombent. Donc l'inventeur aussi de la sculpture molle. Au passage, vous voyez tout ce que, l'air de rien, on doit à Duchamp dans la postérité. Autre réplique, 64, qui en voyage. Et également par la galerie Schwartz en 64. Voilà, donc c'est le moment où, en échange du grand verre, justement, Léa Arensberg héberge Duchamp dans un petit appartement de leur immeuble. 1916, compris en 64, 3 ou 4 gouttes de hauteur n'ont rien à faire avec la sauvagerie. Vous voyez, c'est ce qu'il écrit, 3 ou 4 gouttes de hauteur n'ont rien à faire avec la sauvagerie. Il achète un peigne banal et il pose simplement cette inscription qui fonctionne un peu comme un haïku, comme ces petits poèmes, vous savez, orientaux, là, ou un koan, qui sont laissés à l'appréciation et à l'interprétation de celui qui lit. C'était un peu une moquerie, pour lui tout est toujours à tiroir, parce que bon, un peintre, bien qu'il peigne, on parle de celui-là, et on l'accuse d'arrogance, mais vous voyez bien le type qu'il est, quoi. C'est un ascète, il a l'humour, c'est assez ravageur, mais bon, lui se défend de cette arrogance par cette phrase, 3 ou 4 gouttes de hauteur n'ont rien à faire avec la sauvagerie. Voilà. Également, mais je vais passer un peu plus vite, réplique de 64 également,
1916-1917, Apollinaire Enamelled, ready-made modifié, puisqu'il emprunte une plaque publicitaire pour une marque de peinture, et il modifie l'inscription pour un hommage humoristique à Apollinaire. Et il ajoute, ce qui est très intéressant aussi, on ne voit pas forcément à l'écran, il ajoute dans le miroir la chevelure de la petite fille, c'est-à-dire que c'est pire que le bal aux Folies Bergères de Manet, c'est impossible, c'est une image impossible. Il ne peut pas y avoir de reflet de la chevelure dans le miroir, évidemment. Donc un jeu comme ça. De toute façon, il y a un gros problème avec le livre aussi. Et évidemment, le livre fait partie de ces illusions d'optique et de ces objets impossibles, puisque, effectivement, comme vous pouvez remarquer, les lignes ne correspondent pas à la réalité. Donc l'image disjoncte, ça fait partie aussi de ces jeux qu'il affectionne de disjonction de l'image, évidemment. Je n'ai pas compris le reflet dans le miroir. Parce que vous ne voyez pas, mais il met dans le reflet des cheveux. Dans le miroir, il dessine des cheveux comme si on voyait le reflet de la petite fille. Allusion à l'impossibilité de la perspective, à l'impossibilité du miroir. Il y a deux versions. Et également, le livre, ça fonctionne un peu comme les images impossibles de Escher, par exemple. Vous voyez de quoi je parle? Avec toutes ces illusions d'optique, ces objets impossibles, ces escaliers qui à la fois montent et descendent, ou ces objets qui ont, ces chaises qui ont 3 pieds, non pas 4, mais selon la position dans laquelle on les regarde, on peut être trompé par l'image. Vous voyez ici qu'il n'y a pas de correspondance dans la structure même du lit. Autre ready-made en 1917 de Porte-Chapeau, qui suspend dans son atelier. Le Trébuchet en 1917, qu'il avait cloué au sol de son atelier. Trébuchet, sur l'embarras que ça crée, parce que c'était cloué au sol que tout le monde se prenait les pieds dedans. Et une note, qui était d'ailleurs dans l'expo du Champ à Paris récemment, se servir d'un Rembrandt comme planche à repasser, qui considère comme un ready-made, se servir d'un Rembrandt comme planche à repasser, qu'il institue comme ready-made réciproque. Et qui va donner lieu à des écrits très sérieux de Nelson Goodman, par exemple. Nelson Goodman, philosophe analytique, qui va revenir là-dessus sur la question encore une fois, de l'art, de sa définition, de quand y a-t-il art, non plus qu'est-ce que l'art, mais quand y a-t-il art, et tout ce travail de Duchamp. Vous avez entendu parler de Nelson Goodman dans le cours d'esthétique? Pas encore, oui, voilà. Donc ce jeu de mots, parce que voilà, c'est quand même, là encore, ça relève du joke pour Duchamp, se servir d'un Rembrandt comme planche à repasser, en même temps que ça interroge sur qu'est-ce que c'est un chef-d'œuvre, qu'est-ce que c'est, est-ce que ça correspond à des codes, à des contextes, ou est-ce qu'un chef-d'œuvre c'est quelque chose qui a une valeur universelle et qui ferait que même si on le présentait à des martiens, ce Rembrandt, eh bien, il saurait immédiatement que c'est un chef-d'œuvre. Ou est-ce que, accessoirement, on pourrait se tromper et s'en servir autrement. Les ready-made, en tout cas, instaurent la vie comme œuvre d'art. Ça, c'est hyper important. Les ready-made instaurent la vie comme œuvre d'art. Il y avait en moi un fond de paresse énorme. J'aime mieux vivre, dit-il à Cabane, respirer que travailler. Je ne considère pas que le travail que j'ai fait puisse avoir une importance quelconque au point de vue social dans l'avenir. Donc, si vous voulez, mon art serait de vivre. Chaque seconde, chaque respiration est une œuvre qui n'est inscrite nulle part, qui n'est ni visuelle, ni cérébrale. C'est une sorte d'euphorie constante. Donc, une posture très désinvolte qui va affirmer et réaffirmer cette position de désinvolture, de respiration. Ce que je suis, mais je ne suis pas un artiste, ce que je suis, me dit un respirateur. Voilà.
Il travaille aussi sur des textes, dans le vue d'atelier également, avec ses 2 ready-made, à la fois pour trébucher et puis pour le porte-chapeau. Il travaille sur des textes en français, expliquant qu'il veut des mots organisés selon une syntaxe parfaite, mais n'exprimant rigoureusement rien. Donc de la poésie concrète, hein, si on peut le dire autrement. Et puis, nous y voici en 1917, le fameux incident de l'urinoir. Fontaine. Vous savez tout là sur l'urinoir, je passe rapidement ou j'en dis 2 mots? Non? J'y reviens un peu. Je ne veux pas que ce soit la répétition si vous l'avez déjà entendu 1000 fois. Bon. Alors Fontaine, un urinoir de porcelaine blanche qu'il achète dans un magasin de sanitaire de Manhattan et qu'il signe en meute R.MUT 1917. Il demande à une amie de soumettre cette œuvre au jury de la première exposition de la Société des artistes indépendants, Society of Independent Artists. De la Société des artistes indépendants, c'est très important ce qui se joue là, dont il est membre fondateur. Et dans les membres fondateurs, il y a aussi d'autres personnes qui lui sont proches, Walter Arenberg par exemple. Le but de cette Société des artistes indépendants, c'est de promouvoir les principes démocratiques dans les arts, contre tout académisme et contre toute censure. Donc voilà, il a créé ce qu'on appelle un double bind, c'est-à-dire une injonction paradoxale, une situation impossible. Je répète, l'objectif de cette société, c'est de lutter contre tout académisme et contre toute censure. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Il demande à une amie de soumettre l'œuvre au jury et la présentation de cette œuvre est refusée parce que les membres du jury comprennent bien dans quoi ils sont pris, soit ils l'exposent et ils sont fidèles à leur posture contre toute censure, contre toute discrimination, mais ils sont prêts à se couvrir de ridicule parce que, évidemment, il va y avoir une levée de boucliers, des critiques d'art, des collectionneurs, des visiteurs qui vont dire que c'est absolument n'importe quoi. Et donc, en fait, je ne sais pas si j'ai fini ma phrase, hein, si je suis claire. D'un côté, ils sont fidèles, il ne faut pas de discrimination, voilà. Et ils vont être très largement contestés. Soit ils ne l'exposent pas, et à ce moment-là, ils sont infidèles à leur posture de lutter contre toute discrimination, contre tout académisme et toute censure. Ils sont dans une position complètement impossible. Bon, voilà. Donc ils demandent de retirer cette pièce. Immédiatement, ils démissionnent de la Société des artistes indépendants et Arenberg démissionne lui aussi de cette structure. La pièce est rapportée dans l'atelier de Duchamp, puis exposée à la galerie d'Alfred Stieglitz. Vous connaissez ce nom, le photographe Alfred Stieglitz, je répète l'orthographe, S-T-I-E-G-L-I-T-Z, S-T-I-E-G-L-I-T-Z, qui la photographie. Donc là aussi, on aura beaucoup de choses à écrire à ce sujet, puisque cette œuvre, c'est comme si elle n'avait jamais existé, elle aurait pu n'avoir jamais existé, on ne l'a pas vue dans l'expo, on ne connaît que cette photographie, donc finalement, ce qui fait œuvre, c'est la photographie, c'est pas tant la pièce elle-même. Sauf que, bien sûr, elle va donner lieu à des répliques en 1950, que Duchamp signera, en 1963, une réplique par Ulf Linde, Ulf, U-L-F, Ulf, il faudrait dire Ulf, U-L-F, Linde, L-I-N-D-E, modifié par Duchamp en 1964. Et voici ce qu'il en dit, et ça il faut que vous le notiez. Je vous le lis d'abord. La Fontaine pissotière partait de l'idée de jouer un exercice sur la question du goût. Choisir l'objet qui ait le moins de chances d'être aimé. Une pissotière, il y a très peu de gens qui trouvent cela merveilleux, car le danger, c'est la délectation artistique. Mais on peut faire avaler n'importe quoi aux gens, c'est ce qui est arrivé. Vous prenez cette phrase?
Ma fontaine pissotière partait de l'idée de jouer un exercice sur la question du goût. Oui, je reprends. Ma fontaine pissotière partait de l'idée de jouer un exercice sur la question du goût. La fontaine pissotière partait de l'idée de jouer un exercice sur la question du goût. Deux points. Choisir l'objet qui est, choisir l'objet qui est le moins de chances d'être aimé. Choisir l'objet qui est le moins de chance d'être aimé. Une pissotière, il y a très peu de gens qui trouvent cela merveilleux. Car le danger, ça va? Une pissotière, il y a très peu de gens qui trouvent cela merveilleux. Car le danger, c'est la délectation artistique. Car le danger, c'est la délectation artistique. Mais on peut faire avaler n'importe quoi aux gens. Mais on peut faire avaler n'importe quoi aux gens, c'est ce qui est arrivé. Entre en réplique en 64. Alors un mot là-dessus quand même, un commentaire. Dans la fontaine pissotière, partie de l'idée de jouer un exercice sur la question du goût, l'objet qui est le moins de chance d'être un jour apprécié. Le danger, c'est la délectation artistique. Mais en revanche, ce qui va se passer, du fait de l'habitude justement, c'est que, contre toute attente, eh bien, il va bien y avoir délectation artistique. Et qu'il y a des tas de gens qui vont écrire des choses incroyables sur cette fontaine, y compris commencer à apprécier les lignes, à faire le rapprochement des lignes avec celle d'une sculpture de Bouddha, à apprécier la blancheur, la texture, la transparence, la douceur de l'émail, la forme elle-même. Bon, voilà, si vous réfléchissez 2 secondes, effectivement, si on nous demande de faire une description empathique et valorisante, juste des valeurs formelles de ce truc-là, on va y parvenir. On va y parvenir. On va parvenir à trouver, même s'il faut, du rythme, à faire référence à l'histoire du dessin, à l'histoire de la représentation du corps, à je ne sais pas quoi d'autre, hein. Mais si on veut, on va y parvenir très bien. Donc, l'objectif est quand même atteint. Il est tellement atteint que des tas d'artistes vont reprendre du gris noir, Mike Bildo, Jerry Levine, j'en ai édité quelques-uns pour ne pas les oublier, Robert Daubert, Louis Neumann, Philippe Weber, Baptiste Beaubourg, Jean Sabrier, Yann Ley, Richard Jackson, Bordier, Sadel Nassif, voilà. Plein de gens vont retravailler sur de manière ou d'une autre, en Lego, en or, en couleur, en multiples, enfin bref. Donc ça a été... Et puis le nombre d'auteurs, de philosophes, d'esthéticiens, d'historiens d'art qui vont écrire là-dessus, c'est absolument inouï par rapport à ce qui se passe au départ. Objectif atteint donc. Qu'est-ce que l'œuvre d'art? Qu'est-ce que l'art? Qu'est-ce que l'artiste? L'art, il est artiste ou il n'est pas artiste, Duchamp? À la fin de sa vie, il dira, mais moi qui ai toujours voulu ne pas être artiste et qui me suis toujours revendiqué comme un artiste, eh bien il faut bien que je reconnaisse que je n'ai rien des autres. Donc après le scandale Fontaine, Duchamp envisage de quitter New York, il faut qu'il parte à chaque fois, quand ça se passe tellement mal, il part à Buenos Aires,
En plus, c'est lié à sa vie amoureuse et à ses amours et des amours, il faut dire. Et il part en emportant ce qu'il appelle une sculpture de voyage, autre invention, une sorte de toile d'araignée de couleur faite avec des bonnets de bain, qui fut détruite, là aussi, et reconstruite. Donc, en 1918, on m'a porté de ready-made photographie dans l'atelier de Duchamp, et reconstituée ici en 1966 par Richard Hamilton. Richard Hamilton qui va reconstituer, je ne sais pas si je vous l'ai dit déjà, le grand verre à partir des notes, qui est un fou dingue de Duchamp, et qui va recréer également cette sculpture de voyage. Donc là quand même, on est aussi en 1918. 1918, il déchire les bonnets de bain, il les découpe, il en fait cette sculpture. Voilà. Il a cette affection pour les objets. On va le voir avec tous ces objets sexes, là, qu'il fera, feuilles de vigne, femelles, objets d'art. Il dira, mais voilà, on les a portés partout avec nous, on les mettait sur notre salle de chevet. Enfin, vous voyez, c'est une relation très, comme ça, très immédiate qu'il a avec ces objets qu'il fabrique. Et avant de partir, il peint sa dernière œuvre peinte à proprement parler pour Catherine Dreyer, Catherine avec un K, K-A-T-H-E-R-I-N-E, Dreyer, D-R-E-I-E-R, dans son appartement de Central Park. Je vous montre le détail. Des détails, je vais y revenir. Ah ben j'ai pas mis dans in situ, désolé. Parce qu'on a une photographie dans l'appartement lui-même où ça occupe la place supérieure de la bibliothèque de Catherine Dreyer. Et cette œuvre a pour titre Tume, U-M apostrophe. Tume, M apostrophe. Crayon, huile sur toile, avec un vrai goupillon à bouteille qui est planté à la verticale de l'œuvre, des épingles sûreté, un écrou et le dessin d'une main, une déchirure en trompe-l'œil, le dessin d'une main qui demande à un peintre en lettres de réaliser, qui ne peint pas lui-même. Cette œuvre où l'on voit en nombre porté de ready-made du porte-chapeau, alors que je fasse une chose, et de la bicyclette et des stoppages étalons, est une somme ironique des procédés illusionnistes de la peinture. Quant au titre, il est laissé là aussi à l'interprétation du lecteur. Peut-être tu m'ennuies, peinture. Au mieux. Pause, 10 minutes. On reprend, s'il vous plaît. Je dis juste deux mots là de cette œuvre. Vous voyez les ombres portées, ah, s'il vous plaît. Les ombres portées des ready-made du porte-chapeau ici, de la roue de bicyclette, d'un ready-made non réalisé. On a vraiment l'objet là, le roi de bouteille, qui est très menaçant d'ailleurs, qui est perpendiculaire à la toile, donc ça va faire ici, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire attention à ça, se prendre dans l'œil. La déchirure avec les attaches, le dessin des stoppages étalons, et puis la main qui demande à faire de l'enseigne. Également, vous voyez ici, c'est un nuancier déployé dans l'espace de la toile, donc son adieu à la peinture. Voilà. Qui n'est pas tout à fait un adieu, puisqu'il y aura à nouveau de la peinture et du dessin, y compris jusqu'à l'année de sa mort, il va reprendre les dessins, j'y reviendrai. Donc ça, c'est chez Catherine Dreyer, dans sa bibliothèque. Là-dessus, Duchamp à Buenos Aires, où il reste plus de 9 mois, s'intéresse à tout ce qui relève de l'optique. Je passe très rapidement sur cette pièce en 1918, à regarder l'autre côté du verre d'un œil de près pendant presque une heure. C'est le début de
de l'intérêt de Duchamp pour les dispositifs optiques, nous allons en voir d'autres. Puis il revient en France en 1919, il renoue avec Picabia, qui est très impliqué dans les activités Dada à ce moment-là. Juste pour clarifier, Duchamp n'aime pas trop être assimilé à Dada. Il le dira jusqu'à la fin de sa vie. Il dira, bon, Dada il était plutôt de la destruction, alors que moi j'étais du côté de la proposition. C'est fondamental, il faut bien comprendre ça. Il n'était pas dans ce clan, il était en affinité, en sympathie avec eux. En fait, il a toujours revendiqué de ne pas en faire partie. Dans l'esprit Dada, pourtant, hein, ce fameux ready-made de 1919, modifié, repris à maintes reprises, il fait de la Joconde un travesti, en lui adjoignant une moustache et une barbiche, là. Et puis surtout, il inscrit les lettres que vous lisez en bas de l'image, tout à fait dans l'esprit le plus lourd qu'il affectionne, hein, je vous l'ai déjà dit, il est assez favorable à ces jeux de mots lourdingues. L'œuvre a été reprise après par Picabia sans le bouc, une version, puis en fait il y a eu 35 exemplaires, il y a eu plusieurs versions, ready-made rectifié à grande échelle pour Louis Aragon. Et celle-ci, inscription de Duchamp pour copie non conforme, avec sa signature. Encore en 64, une nouvelle réplique, qu'il intitule LHOOQ rasé, qu'il intitule Ready-made rectifié. Et voici ce qu'il dit de cette chose-là, de potache, hein, c'est une plaisanterie vraiment, mais qui est entrée dans l'histoire, dans la grande histoire de l'art. Son commentaire a aussi fait débat. Je trouvais que la pauvre fille, avec moustache et barbe, devenait très masculine, ce qui cadrait bien avec l'homosexualité de Léonard. Vous voulez prendre la phrase? Ouais. Je trouvais que la pauvre fille, avec moustache et barbe, devenait très masculine, ce qui cadrait bien avec l'homosexualité de Léonard. Donc effectivement ça fait débat parce qu'il s'en prend à au chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, la Joconde, vraiment, comment oser, avec ce commentaire. Et puis surtout le commentaire du commentaire, c'est-à-dire faire référence à l'homosexualité de Léonard. Alors là aussi ça allait donner lieu à beaucoup d'écrits, les uns disant mais comment, mais c'est ridicule, c'est stupide, pas du tout, jamais, mais comment Léonard pensait donc, et les autres disant ben oui, bien sûr, on sait que l'homosexualité de Léonard de Vinci était avérée, on ne met pas dessus, et c'est pas un problème, et, vous voyez, tous les malentendus, tout ce à quoi ça peut donner lieu sous l'angle du malentendu, mais sous l'angle aussi de posture que ça révèle par rapport à l'art, certes, mais par rapport à des tas d'autres choses aussi, par rapport à des positions qui relèvent d'attachement philosophique, politique, religieux, je ne sais pas, des choses qui touchent à la sensibilité, vous voyez de quoi je parle, des récepteurs et qui vont être impossibles à recevoir en fonction de l'horizon d'attente qui est là. À ce moment-là, on est en 1919 et il offre à sa sœur Suzanne et à Jean Coty une très jolie œuvre qui est un ready-made malheureux. En fait, un précis de géométrie attaché avec des ficelles sur le balcon de leur appartement. Le vent, devant, compulsait le livre, effeuillait des pages et déchirer, donc détruire l'œuvre. La pluie, le vent, les pages qui volent, c'était amusant comme idée. Donc ça, on est en 1919 et c'est vraiment encore l'une des œuvres
à l'origine de l'art conceptuel, vous voyez, du processus qui affectionnera ensuite un certain nombre d'artistes. Chaque temps, je passe rapidement là aussi, pour régler ses soins dentaires à Paris, il dessine le facsimilé agrandi d'un faux chèque à l'encre qu'il présente à son dentiste, à qui il le rachètera très cher 20 ans plus tard. Il n'avait pas fait une si mauvaise affaire. Donc des choses qui vont être 1919 encore, hein, pour vous remettre. On est avant Hutin, on est avant plein de gens qui vont s'inscrire dans cette ligne de création ultérieurement. 1919, Air de Paris, en notre ready-made, si on peut l'appeler comme ça, une ampoule de verre de 6 cm 35 de diamètre sur 13,3 cm de hauteur, qui emprisonne 50 cm3 d'air dans une petite ampoule de sérum physiologique. Donc il entre dans une pharmacie, il demande au pharmacien de couper l'ampoule et de la ressouder pour que ce soit l'air de Paris qu'il va offrir ensuite aux Arenberg en arrivant à New York. Bon, en fait, c'était pas l'air de Paris, c'était l'air du Havre, peu importe, pour l'histoire, et le titre de l'œuvre, c'est Air de Paris. Là aussi, des tas de répliques, en 49, en 64, certaines signées de la main de Duchamp. Ça va être repris par Yoko Ono. Vous voyez cette œuvre de Yoko Ono dans laquelle elle prend, j'ai tout le titre en tête, elle prend une machine qui distribue des chewing-gums et des petits objets en plastique, vous voyez, et elle crée des toutes petites boîtes transparentes en plastique qui sont vides et qui effectivement donnent lieu à une installation. Il y a plusieurs de ces distributeurs de chewing-gums et de petits objets. Les visiteurs partant gratuitement avec leur petit objet de... Comment on appelle ça? Personne l'a en tête? Bon, elle reprend l'idée de Duchamp, hein, de la capsule d'air comprimée. Vous l'avez sur Internet? Bon, peu importe, donc en vrai. En 1919, le voici photographié à New York. C'est pas lui qui est l'inventeur de ce système, c'est un photographe, plus en tête, c'est pas très important. Il photographiera d'ailleurs plein d'autres personnes que Duchamp. Ce qui l'intéresse évidemment dans ce dispositif, c'est l'idée du miroir, de la démultiplication et de l'absence même du sujet, pour finir, qui s'évanouit dans sa multiplicité. Il travaille sur les rotatives plaques verres, optique de précision, dispositif optique motorisé. Alors, il s'amuse beaucoup avec ces rotatives plaques verres. Il y travaille avec Man Ray. Et il fabrique ce système de plaques de verre qui, à l'arrêt, hein, donne ceci, vous voyez, des plaques de verre peintes partiellement, et lorsque la machine est mise en mouvement, sauf que pour la petite histoire, Mandré a failli en mourir parce que ça s'est cassé, il y a une plaque de verre qui est partie et ça aurait pu être extrêmement grave. Une fois que c'est en marche, effectivement, on dirait qu'il y a un seul cercle. Donc dispositif ultime et dispositif optique qu'il affectionne, et puis goût pour la machine qui se trouve réitéré aussi. Il va faire plein de choses là-dessus, notamment à partir de cette idée en 1924 les rotatives demi-sphères. Donc là, ça n'est plus lisse mais sphérique, avec des mots qui sont inscrits sur ces signatures toujours, des mots qui sont inscrits tout autour de la rotative demi-sphère, jeu de mots qui sont extraits de ces notes. Et là encore, un grand nombre de ces pièces qui appartiennent aujourd'hui à tous les musées du monde et chez des collectionneurs. Il reprend le grand verre, il l'abandonne, il le reprend. Bon, il a définitivement le déclaré inachevé, mais quand même, il y a le travail auquel il tient, et notamment ces témoins oculistes, qui sont dans l'angle droit de la mariée mise à nu par ses célibataires même. Je finissais de travailler à mon verre, je l'avais emmené dans une usine pour faire argenter toute une partie dans un coin à droite, là où il y a les témoins oculistes.
Ces témoins, c'était des tableaux d'optique pour les oculistes, 3 sortes de ronds superposés que j'avais copiés. Pour les copier, j'ai dû faire argenter le verre, ensuite reporter le dessin et gratter ce qui n'en faisait pas partie. Ça a duré au moins 6 mois, car c'était très minutieux et ça demandait une grande précision. Vous voyez, ça paraît quand même limité, puisqu'il est capable de s'adonner à ce travail extrêmement long, précis et minutieux. Il invente à ce moment-là ce personnage qui est son alter ego et qu'il va appeler Eros c'est la vie, Rose c'est la vie, Eros, 2 R, R-R-O-S-E, c'est la vie, S-E-L-A-V-Y, je répète, 2 R-O-S-E, S-E-L-A-V-Y. Vous entendez bien le jeu de mots. Eros, c'est-à-dire l'érotisme, vous savez à quel point il tient, je l'ai déjà mentionné, c'est la vie. Et c'est à ce moment-là qu'il demande à Man Ray de le photographier en travesti en son alter ego féminin, donc en femme. Je vais revenir sur l'œuvre précédente tout de suite après. Et voici ce qu'il dit. Et c'est là que l'on voit que sa position, Lyotard a raison, est politique. Ma première idée était de prendre un nom juif. Un nom vraiment juif pour changer ma religion en une autre. Mais il décide surtout, explique-t-il encore, qu'il était beaucoup plus fondamental de changer d'homme en femme. Et en quoi est-ce que c'est politique? Parce que c'est politique de revendiquer l'altérité et d'être prêt à la différence et d'être prêt à ce qui est plus différent de soi possible. Et le plus différent de soi de lui possible en donné, c'est être juif. Et puis il trouve que c'est pas encore assez différent, et c'est être femme. Et là encore, ça va initier des tas de travaux sur le genre, que vous connaissez, qui sont actuellement extrêmement nombreux, et des tas d'écrits et de réflexions sur le genre. Je pense à Judith Butler, par exemple, et à d'autres auteurs féministes et non féministes d'ailleurs, qui réfléchissent à cette notion, qui aujourd'hui donnent lieu à des travaux universitaires très sérieux, avec des groupes de recherche qui rassemblent plusieurs laboratoires de plusieurs universités en France et à l'étranger, sur ces questions-là qui n'intéressent pas que la psychologie ou la psychanalyse ou le régime juridique. Vous voyez, et c'est la même année, 1920, que Man Ray a photographié, dans l'atelier de Duchamp, la poussière accumulée sur le grand verre qui était posé à plat. Et ils intitulent ceci « Élevage de poussière ». Et d'ailleurs, quand il va nettoyer ce verre, Duchamp va conserver une partie de la poussière, notamment sur la zone des tamis, et la fixer avec du vernis. Parce que là encore, il cherche entre couleur, pas couleur, hasard, événement, décision de sa main et ce qui advient et qui ne relève pas de sa volonté. Et c'est le cas pour ce tableau hyper célèbre où se dessinent des villes, où se dessinent des ruines, où se dessinent des monuments, où on a finalement quelque chose d'assez poétique, et qui est un des premiers travaux sur la poussière et l'éphémère également, qui va avoir son heure de gloire à partir des années 60, disons, et dans la durée. Fresh Widow, jeu de mots à la française, puisqu'il s'agit ici d'un jeu de mots sur Fresh Widow, qui veut dire veuve joyeuse, veuve fraîche, et puis French Window, fenêtre à la française, Fresh Widow et French Window. Donc c'est intraduisible. Comment on traduit ce titre et ce jeu de mots? C'est pas possible. Une petite sculpture, une installation. Mais vous allez voir avec quelque chose en plus qui va être le cauchemar des conservateurs de musée, parce que c'est une fenêtre au verre tendue de cuir noir, devant, précise Duchamp, être cirée tous les matins comme une paire de chaussures, de sorte qu'il reluise comme de vrais carreaux. C'est pas fini le cauchemar des conservateurs, hein, parce que quand il va falloir qu'ils fassent avec les œuvres de Blasi qui sont en train de pourrir,
qui sentent plus ou moins mauvais, avec des salades d'Anselme qu'il faut renouveler tous les 2 jours pour qu'elles soient parfaitement neuves dans la sculpture, à côté du marbre, quand il va y avoir des sculptures hyper réalistes qui vont être constituées avec des produits alimentaires qu'il va falloir renouveler, alors que dans la durée, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, les marques n'existent plus, le produit n'existe plus. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de cette conservation-là? Qu'est-ce qu'on fait avec les pollens de l'herbe quand il installe au sol ces tapis de couleurs? Vous voyez, ces pollens d'acacia, là, jaune très vif. Comment est-ce qu'on conserve ça? Comment est-ce qu'on protège l'œuvre de la poussière? Comment après on la met dans des réserves? Comment est-ce qu'on la réinstalle? Bon, voilà, c'est un vrai problème. Vous pouvez redire la fenêtre température qui devait être cirée tous les matins comme une paire de chaussures, de sorte qu'ils reluisent comme de vrais carreaux. Cirés tous les matins comme une paire de chaussures, de sorte qu'ils reluisent comme de vrais carreaux. C'est lui qui le dit. C'est Duchamp qui le dit. De sorte qu'ils, au pluriel, reluisent comme de vrais carreaux. Une réplique miniature par la Galerie Schwartz en 1964. Il réalise aussi cette petite œuvre en 1921. Why not sneeze? Rose, c'est la vie. Pourquoi ne pas éternuer? Rose, c'est la vie. Alors, il crée ça, une cage garnie de cubes de marbre. Il y a du sucre, mais c'est du marbre. Un os de sèche, un thermomètre, avec une inscription qui donne le titre de l'œuvre et qui porte sa signature. Des répliques là aussi en 1923-1924. Un ready-made qui n'en est pas un en fait, hein, qui est une sculpture, peut-être l'œuvre la plus proche du surréalisme de Duchamp, avec un jeu qui lui plaît beaucoup sur le poids, parce qu'on a l'impression que c'est léger et puis en fait petit du marbre c'est lourd. Ouais, Sneeze, SN2Z, c'est la vie. Et puis il imagine une nouvelle marque de parfum pour laquelle il dessine l'étiquette à partir de notre projet, de notre portrait de Man Ray, avec la mention belle haleine eau de violette, eau de voilette, quand je dis que ce sont des jeux de contrepaterie et des mots plutôt du niveau de la Nacdermo hein, que le grand intellectuel, belle haleine, eau de toilette, donc, avec son portrait. Le voici en 21, photographié, rasé par Georges de Zayas. Et là, on a trouvé que c'était aussi le début du body art. Il n'y avait pas beaucoup de choses qui se sont passées avant lui, à ce moment-là, hein, sur le corps même de l'artiste, 21. Puis, de retour à Paris, il fait réaliser par un charpentier une autre fenêtre, vernissée d'un côté et peinte de l'autre en imitation de briques, qu'il intitule La bagarre d'Austerlitz, avec des verres passés au blanc d'Espagne. Bon. Il fait imprimer des étiquettes, vous pour moi, signé Eros et la vie. Ça aussi, ça pourrait avoir été fait en 1960 ou même un peu plus tard et on pourrait s'y tromper. Étiquette de valise imprimée. Et en 23, les Arenberg vendent ce grand verre définitivement inachevé à Catherine Dreyer. Et Duchamp le signe et le laisse dans cet état définitif d'inachèvement. Alors, bon, j'hésite à en parler, je vais plutôt vous donner là dans ce que je vous transmettrai sur Amétis ou par Internet. Qu'est-ce que vous préférez, que je dépose sur Internet, sur Amétis, ou que je fasse transférer par le secrétariat à vos adresses e-mail des documents?
Mais Là, vous les avez les chats? Là, vous les avez toutes les chats ou pas? pour vous les donner sur clé? Oui. Non. Nous, on a une page Facebook. Ça aurait été simple, en fait. Oui, voilà. Mais on fera ça la prochaine fois, mais je les donnerai aussi par mail. Voilà. Parce qu'il y a des... Je ne veux pas que vous preniez de notes là-dessus. Voilà, c'est pas la peine de faire du temps et de gratter pour rien. Il y a des tas d'interprétations de cet opus noble, de cette pièce majeure de Duchamp. Alors, pardon, s'il vous plaît, par contre, un petit effort pour ne pas parler en même temps que moi. Breton le définit comme un trophée d'une chasse fabuleuse sur des terres vierges aux confins de l'érotisme, de la spéculation philosophique, de l'esprit de compétition sportive, des dernières données des sciences, du lyrisme et de l'humour. Donc il y met tout ce qu'on peut trouver de mieux dans les moments de sa création. D'autres interprètes vont y voir des traces de l'intérêt du Duchamp pour l'alchimie, du soi-disant intérêt du Duchamp pour l'alchimie. Il y a des interprétations du côté pseudo-psychanalytique qui verrait l'attirance incestueuse de Duchamp pour sa sœur aînée Suzanne. D'autres le mettent en lien avec les cartes du tarot. Certains y voient une nouvelle assomption de la Vierge. Enfin, vous voyez, donc on a tout, absolument, et n'importe quoi dans les interprétations qui sont données de ce renvers. Des choses intéressantes. Octavio Paz, dans le château de la Pureté. S'il vous plaît, arrêtez de parler là, parce que c'est vraiment fatigant. Donc, Octavio Paz, dans le château de la Pureté, rappelle combien Duchamp aimait Mallarmé. Mallarmé, un coup de dé, jamais n'abolira le hasard. Ça vous parle? Oui? Non? J'en dis deux mots. C'est pas avec vous que j'allais parler la semaine dernière, alors c'est avec notre groupe. Mallarmé crée ce poème, qui est un poème visuel. Un coup de dé, jamais n'abolira le hasard. Bon, déjà, le titre est génial. Vous pouvez rester quelques heures à réfléchir là-dessus et le recevoir simplement, poétiquement, comme ça, légèrement, ou alors chercher à y comprendre quelque chose, et c'est un tiroir, là aussi, on peut l'interpréter de manière différente. Et surtout, ce poème est une révolution. On n'a jamais vu ça. Parce que il travaille non pas sur le sens d'un poème linéaire qui raconterait quelque chose avec un début, un développement, une conclusion et une fin, mais il joue sur les sonorités, sur des mots, sur des émotions, sur des affects comme ça qui passent dans les phrases, mais qui ne construisent pas un vrai récit linéaire. Donc il y a une part vraiment d'œuvre ouverte, comme dirait Umberto Eco, dans ce poème de Mallarmé. Et autre élément, troisième élément fort de coup de dé, jamais n'abolira le hasard, c'est la mise en page. C'est que les lettres sont inscrites dans l'espace de la page, non pas de manière linéaire, mais on a quelque chose en haut à droite, elle fonctionne en double page, au centre, en bas à gauche, n'importe où. Parce que ce qui va être important pour Mallarmé, c'est aussi le vide. Ce sont aussi les interstices. Et il va donner au vide l'importance que Duchamp donnera au silence dans sa musique, ou à ce que les artistes ultérieurement utiliseront également le vide, à ce qui est le vide aussi dans la peinture non occidentale, et notamment dans la peinture orientale. Enfin, quelque chose qui n'a jamais été vu. Un coup de dé, jamais n'abolira le hasard, vous irez le voir. Ça va là encore être un moment, un acte fondateur pour des tas d'artistes de la période contemporaine, c'est-à-dire post-années 60-70. Ils vont pour beaucoup dire que ça a été un déclic pour eux formidable. Duchamp dira l'importance qu'a eu Mallarmé pour lui. Botars va reprendre ce poème, Marcel Botars, vous voyez, qui est cet artiste. Il va reprendre la mise en espace du coup de dé avec un travail formidable sur l'aluminium, où il reprend uniquement avec des barres noires, des lignes noires, l'emplacement des lettres dans le poème de Mallarmé. Il n'y a plus de lettres, il n'y a plus de sens, il n'y a plus de mots, il y a uniquement chez Botars. Il garde le même titre, hein, un coup de dé, jamais n'abolira le hasard. Je n'ai pas mis tous ces œuvres-là, je n'avais pas imaginé forcément d'en parler, mais vous les trouverez très facilement. Donc vous cherchez Botars, ça s'écrit
B-R-2-O-T-H-A-E-R-S. B-R-2-O-D-T-H-A-E-R-S. Un coup de thé, jamais vous dira ça. Et puis quand même, allez voir ce poème de Mallarmé. Vous le trouvez sur Internet, et puis il est à la bibliothèque. Autant du chant, autant Cage dira pour comprendre la musique, voir du chant, autant du chant dira pour comprendre mon travail, voir Mallarmé, voir le coup de nuit. Donc voilà, alors, Octavio Paz rappelle combien du chant aimait Mallarmé, et il dit le grand vers serait l'équivalent d'un coup de dé en quête de signification. Et il évoque aussi le goût du chant pour les anamorphoses. Vous savez ce que c'est, une anamorphose? Dans les ambassadeurs d'Holbein, par exemple, hein, le crâne, qui n'est vu que d'un certain point de vue, et qui donc remet en question le point de vue du regardeur sur l'image, l'anamorphose, ou les automates, du chant adoré des automates, et il adorait la représentation des automates qui se trouvait dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert également. Bon, ensuite, on y a vu des éléments symbolistes, on y a vu, ah oui, des liens très importants, là, je crois, plus proches de la réalité et de ce qui intéressait Duchamp, des références aux machineries de Edmond Roussel, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est le moment fondateur pour lui, l'influence aussi d'Alfred Jarry, de machines qui s'entrecroisent, de réflexions, disons, complètement distanciées sur l'érotisme, sur l'amour, sur la communication, voilà. Deleuze et Guattari, dans l'Anti-Oedipe, si vous avez lu un peu l'Anti-Oedipe ou parcouru, ou si vous avez l'intention de le faire, mais en tout cas dans l'Anti-Oedipe, ils y attachent une très grande importance. La machine célibataire succéderait à la machine paranoïaque et à la machine miraculante, dit-il, pour former une nouvelle alliance entre les machines désirantes et le corps sans organes, pour la naissance d'une humanité nouvelle. Juste, vous prenez ça, pas toute la phrase, mais au moins notez que Deleuze et Guattari, G-U-A-D-T-A-R-I, dans l'Anti-Oedipe, une de leurs œuvres phares très importantes, font le lien Gilles Deleuze, D-E-L-E-U-Z-E, et Félix Guattari, G-U-A-D-T-A-R-I. Je suis à la fois, je ne veux pas vous submerger comme ça de références théoriques, d'auteurs, d'écrits très intello qui vont dire, ben voilà, si vous dire tout ça pour comprendre l'art, ça me fatigue. Donc on peut s'en passer, on vit avec, mais peut-être moins bien quand même. Et ces références-là, vous n'allez pas cesser d'en entendre parler. Vous n'allez pas cesser d'en entendre parler parce que les artistes eux-mêmes ont été formés dans les écoles d'art, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, tous les artistes des générations qui sont nés à partir de 1950, et en France depuis quelques temps maintenant aussi, ont entendu parler de ces questions, de ces problématiques, de ces auteurs, de ces écrits. Donc, ben voilà, allez voir un peu, quoi. Allez voir un peu. Si ça vous retient, si ça vous parle, si ça vous intéresse, eh ben, vous lisez un peu plus. Sinon, ben, vous laissez tomber. Il y aura peut-être un moment ultérieurement où ça viendra. N'en faites pas une contrainte, quelque chose d'incontournable. C'est pas une épée de Damoclès au-dessus de votre tête, c'est de dire tous ces gens-là. Simplement, voilà, je les cite parce que vous allez en entendre parler, parce qu'ils existent, parce que leurs écrits sont hyper importants pour les artistes. Voilà, et que dans les livres, dans les articles que vous allez lire, vous allez sans arrêt y voir des références. Et une des inventions de Deleuze et Guattari, en plus de ces rhizomes et de cette pensée moléculaire à laquelle je faisais référence tout à l'heure, il y a l'idée de corps sans organes. Et cette idée de corps sans organes, elle a l'air un peu de novni, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça vient faire là, c'est toute leur réflexion, là encore c'est très ancré et peut-être très daté, mais sur le corps, le désir, le post-humain qui se dessine déjà à ce moment-là, puis qui se trouve ensuite repris par des tas d'artistes, dont Orlan, pas la moindre, dans le contexte du moment où elle a commencé à travailler là-dessus, mais aussi plein d'autres aujourd'hui, et vous êtes bien placés pour le savoir. En tout cas, voilà. Et Deleuze et Guattari voient quelque chose de proche, là,
dans ce café Duchamp, avec ce grand verre, leur propre réflexion sur le corps sensoriel, et tout ce que ça induit philosophiquement. Bon, je passe. Dernière copie du grand verre, le détail de la partie supérieure et de la partie inférieure, où vous retrouvez la broyeuse de chocolat, le dispositif optique pris dans la vitrine et retravaillé, comme il le dit, pendant des mois. Bon, je passe un peu sur ce détail, vous trouverez là-dessus tout ce que vous voulez. Si ça vous intéresse, vous le lirez attentivement, sinon vous en passez. En 1923, Wanted, $2000. Il colle 2 photographies d'identité sur une fausse affiche d'avis de recherche. 1923, hein, je vais le remettre dans le contexte. Ciné-sketch en 1924 pour le film Relâche de Picabia et Eric Satie, ce qui va être un moment... Alors, on a l'impression de réinventer la transversalité dans les arts. Ces gens-là l'ont fait. Le cinéma, le théâtre, la musique, la peinture, le dessin. Ils avaient déjà fait tout ce qu'il fallait pour faire tourner tout ça en même temps. Aujourd'hui, on continue et c'est génial, on fait des choses formidables avec des technologies nouvelles. Mais eux, ils étaient, la performance, c'est Duchamp hein, qui est là en photo, ils s'amusaient comme des fous en fait. Et ils étaient extrêmement créatifs déjà. Obligation pour la roulette de Monte-Carlo. Bon, je passe... un peu vite, voilà, il essayait toujours de vivre sans travailler, et donc il essayait de mettre en place une martingale pour gagner à la roulette, c'était n'importe quoi, vraiment, il n'y avait pas d'argent, il ne gagnait rien. Simplement, je l'ai mis ici parce que je trouvais amusante cette image du portrait, de l'autoportrait de Duchamp avec le savon à barbe, parce que tout d'un coup, ça m'a rappelé Mathieu Barnet. Vous connaissez Mathieu Barnet? Et le cycle Crémaster? Non, pas entendu parler à la fac encore. Mathieu Barnet, B-A-R-N-E-Y, un des artistes contemporains extrêmement importants, hein, qui était marié à Björk longtemps, ça vous parle mieux ça qui était, alors c'est une drôle de carrière Mathieu Barnet parce qu'il était sportif de haut niveau et il s'est recyclé dans l'art contemporain où il a fait fortune, encore plus que dans le sport de haut niveau, ce qui n'est pas rien. Bon, allez voir, parce que je peux pas, c'est trop hors champ, là, je peux pas, en plus en image, vous expliquer en 2 minutes, mais Mathieu Barnet, B-A-R-N-E-Y, cycle Crémaster, C-R-E-M-A-S-T-E-R, vous allez découvrir quelque chose. Et puis à ce moment-là, comme Duchamp hérite d'un peu d'argent de ses parents à leur mort, il arrête toute tentative, il n'y en a pas beaucoup, mais en fait toute tentative de gagner de l'argent. Et il achète, si quand même, il ne faut pas que j'aille trop vite là-dessus, encore un peu d'attention, il ne faut pas que j'aille trop vite là-dessus parce que c'est important, il achète 20 toiles, dessins et aquarelles de Picabia, avec l'idée de les revendre à l'hôtel Drouot. Donc quand même, hein, malgré son désir de ne pas appartenir au monde de l'art et à son marché, eh ben, il a une activité de marchand d'art. Il ne va pas gagner des fortunes, mais n'empêche que ça existe. Et puis, il s'amuse beaucoup dans le cadre d'un film avec Man Ray et Marc Allégret, cette fois, qui a pour titre Anémique Cinéma. Alors c'est très... Il reprend ses disques qu'il affectionnait, la romande rotative de Misphère. Je te donne un sou, me donneras-tu une paire de ciseaux, si je te donne un sou, ouais. Avec des contrefaiteries, inceste, passion, famille à couteau tiré, vous entendez les contrefaiteries. Je vais essayer, hein. Et simplement après, il faut comprendre qu'il faisait tourner ses disques avec un système très manuel en fait de micro-sillon, et qu'avant d'en faire un film, c'était énormément de temps, énormément d'efforts.
Donc il avait acheté ces œuvres d'art, je vais terminer là-dessus je crois aujourd'hui, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important aussi, j'y ai fait référence tout à l'heure. Il achète aussi un lot de 27 sculptures de Brancusi, lui qui voulait en finir avec l'art traditionnel. Hein. Il achète ces sculptures de Brancusi et il les expose en 1926 à New York. L'expo est un grand succès, les Américains adorent Brancusi, ils l'achètent, mais c'est à ce moment-là qu'il y a cette histoire avec les douanes et que les douaniers refusent de considérer les Brancusi comme des œuvres d'art parce que c'est tellement parfait, tellement lisse et tellement stéréotypé que ça leur semble être des objets industriels qu'ils entendent taxer et que donc il va y avoir ce fameux procès qui va se conclure sur l'impossibilité de juger de nouvelles formes d'art et la nécessité d'accepter que cette chose que l'on va appeler l'abstraction soit désormais considérée comme art et que seuls les spécialistes du milieu de l'art peuvent en juger. Donc un moment extrêmement important. Et je termine là-dessus pour ce matin. À son retour à Paris, il vit dans un minuscule appartement, tellement petit que, eh bien, il va faire un système pour qu'il y ait une seule porte qui ouvre sur 2 pièces, et il va démontrer qu'en fait, il est faux qu'une porte doit être ouverte ou fermée, puisqu'elle peut être à la fois ouverte et fermée, c'est le cas de dire. Cette porte sera démontée en 1963, ici c'est une vue in situ, elle sera démontée pour être exposée dans un musée. Également une photographie pour un catalogue d'exposition, ça c'est la photographie pour un catalogue d'exposition à New York. Et pour la petite histoire, en 78, là c'est l'œuvre telle qu'elle est dans le lieu d'exposition, en 78 elle a été badigeonnée de peinture par des ouvriers qui l'avaient prise pour un des éléments de l'architecture du lieu, en confusion entre l'art, l'objet, l'art, le déchet, l'art dans son contexte. Voilà, on continue la semaine prochaine sur Duchamp.